Bon après-midi à tous. Donc je suis très heureux de vous accueillir pour cette session consacrée aux nanomatériaux et la vie quotidienne. Alors, c'est le titre de la session, mais on ne va pas nécessairement y retrouver le contenu annoncé, puisqu'on va avoir affaire aussi bien à des projets encore, même relativement long terme, je crois, liés à la chimie supramoléculaire. On va avoir des développements, eux, beaucoup plus près d'aboutir ou en train d'aboutir, qui concernent la fabrication de nanoparticules inorganiques. Mais puisqu'on nous dit qu'il y a des nanoparticules autour de nous, ce qui est important, c'est de savoir comment les mesurer, de façon à pouvoir cerner évidemment les risques que peut-être elles font peser sur nous. Et donc le premier exposé de cette session traite de la caractérisation de nanoparticules inorganiques dans les produits du quotidien, les méthodes d'analyse et les applications. Et il est présenté par Madame Fabienne Sebi, qui est directrice du laboratoire Ultratrace Analyse Aquitaine. Je vous en prie, si vous voulez bien venir. Donc j'attends juste... Ah, voilà. Bonjour, donc je vais vous présenter je vais essayer de vous montrer la présence des nanoparticules inorganiques dans les produits de notre quotidien, et je vais également vous parler des méthodes de mesure qui vont permettre de les caractériser, vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est, parce que c'est vrai que depuis longtemps on utilise ces nanoparticules, mais dans le fond la mesure est assez récente, et voilà, ça date de pas très très longtemps par rapport à l'utilisation primaire. Donc comme on l'a vu ce matin, les nanoparticules sont utilisées dans de nombreux secteurs, donc je reprends le même schéma que ce matin, voilà, qui n'est toujours pas aussi clair, mais bon, on le retrouve dans les cosmétiques, dans les produits d'hygiène, dans les aliments, dans les textiles, dans tout ce qui est dispositifs médicaux. Donc vraiment, ces matériaux, on les retrouve vraiment dans tous les produits qui nous entourent. Et donc, si on va un peu plus précisément dans le détail, on voit qu'une étude a été menée, donc qui date de 2015, qui a essayé de recenser toutes les nanoparticules qui étaient présentes dans les produits de tous les jours. Là où on voit que les choses ne sont pas très très claires, c'est qu'il y a 50% de produits qui contiennent des nanoparticules, mais on ne connaît pas la nature. En revanche, vous voyez que 41% de ces particules sont inorganiques, c'est-à-dire qu'elles contiennent un élément, notamment métallique. Vous voyez que les nanoparticules carbonées ne représentent que 4%, et il y en a 6 qui ne sont pas réellement non plus identifiées. Donc si on s'intéresse aux particules inorganiques, on voit que c'est vraiment les nanoparticules d'argent qui sont les plus utilisées, suivies de celles de dioxyde de titane, ensuite la silice, SiO2, et on retrouve également des applications avec de l'oxyde de zinc et de l'or. Donc si on va encore plus dans le détail de ces nanoparticules, donc là j'ai essayé de résumer les principales particules qui sont utilisées avec leur utilisation. Donc les nanoparticules de TiO2, donc de dioxyde de titane, sont très utilisées parce qu'en fait ça a une couleur blanche très très pure. Et donc c'est rajouté au produit pour avoir une couleur blanche. Ça peut être également ajouté au produit parce qu'en fait, quand il est sous forme de nanoparticules, il a un effet contre les UV, les UVB. Et très souvent, on l'associe avec l'oxyde de zinc pour pouvoir filtrer à la fois les UVA et les UVB. Et c'est également un exhausteur de goût. Donc vous voyez qu'il a des propriétés quand même qui sont très très intéressantes. Donc le fait qu'il soit utilisé en tant qu'exhausteur de goût fait qu'on le retrouve pas mal dans les fruits secs, les soupes, les moutardes, les sauces diverses et variées. Voilà, donc on le retrouve dans les aliments, on le retrouve dans les peintures aussi pour avoir la couleur blanche. Alors même si ce n'est pas la couleur blanche qu'on veut, il est utilisé pour nuancer les couleurs également. Donc on le retrouve dans les produits d'hygiène, notamment dans tout ce qui est dentifrice, baume à lèvres, etc. On peut le retrouver dans les emballages alimentaires et, comme je dis,
beaucoup dans les produits cosmétiques, donc tout ce qui est crème solaire, les sprays, etc. L'argent, en fait, lui, est utilisé principalement parce c'est un agent antimicrobien. Après, il y a des utilisations un peu plus anecdotiques, hein, comme c'est un agent décoratif pour pâtisserie, donc vous savez, toutes les perles qu'on met pour décorer, la couleur argentée est obtenue par des nanoparticules d'argent. Donc le fait que ça soit un agent antimicrobien très efficace, on le retrouve dans les emballages alimentaires pour que l'aliment se conserve plus longtemps. On le retrouve dans certains vêtements, notamment on voit maintenant arriver sur le marché des vêtements, depuis un petit moment déjà, des vêtements qui sont sans odeur. Donc en fait, c'est des textiles qui ont été traités avec des nanoparticules d'argent pour éviter les odeurs de transpiration notamment. Donc il est utilisé, mais pas tellement, mais on peut le retrouver dans certains aliments pour obtenir une couleur argentée. Dans les compléments alimentaires, très souvent on prend des oligo-éléments pour être en meilleure santé. Donc quand on rajoute de l'argent ou même du zinc, très souvent c'est sous forme de nanoparticulaires parce que c'est beaucoup mieux absorbé. Donc on peut le retrouver dans des produits d'hygiène et il est également présent dans pas mal de dispositifs médicaux, notamment dans des pansements. On l'ajoute pour éviter les infections notamment. Ensuite, il y a la silice. Donc la silice est vraiment très très utilisée dans l'industrie alimentaire parce qu'en fait c'est un agent anti-agglomérant. Donc pour éviter que le sel s'agglomère, on met un peu de nanoparticules de silice pour avoir un sel qui est toujours en poudre. Donc c'est vrai pour le sel, pour le café, pour tous les aliments en poudre. Ça permet également d'améliorer l'onctuosité et la texture de certains produits, notamment la mayonnaise, les sauces. Ce qui fait qu'on le retrouve pas mal dans de grands nombres d'aliments et également dans les produits d'hygiène parce que en fait c'est un abrasif. Et quand on en met dans le dentifrice pour que le brossage soit plus efficace. Enfin, il y a l'oxyde de fer qui est peut-être un peu moins utilisé. Et quand il est utilisé, c'est principalement parce que c'est un agent colorant qui a une couleur un peu rouge-rouille. Et ça augmente la biodisponibilité de certains nutriments qui sont dans un aliment. Donc ça, c'est des produits qui sont très connus, qui sont utilisés depuis très longtemps dans le fond. Donc on parle de nanoparticules, mais c'est des produits, c'est des additifs qui sont répertoriés. Donc quand on rajoute du TiO2 sur l'étiquette, normalement il y a marqué E171, de l'argent E174, la silice E551 et l'oxyde de fer E172. Donc c'est des additifs utilisés depuis très très longtemps. Et c'est vrai que maintenant il y a un focus sur eux parce qu'il y a la notion de nano qui est apparue. Oui, juste pour l'anecdote, il y a également toujours de nouveaux produits à base de nanoparticules. Donc là, vous avez un produit, sur les étiquettes, il y a marqué E171 et E172. Donc en fait, c'est des particules de mica sur lesquelles on va mettre des nanoparticules de dioxyde de titane et on va jouer sur la grosseur de ces nanoparticules pour obtenir des couleurs très différentes. Donc si vous voulez avoir une couleur argent, on va mettre des nanoparticules de TiO2 avec un diamètre compris entre 40 et 60 nanomètres. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé en cosmétique. Donc, tous les fards à paupières irisés sont faits avec ce type de produit. Et on peut les retrouver dans l'agroalimentaire, notamment au niveau de certains aromates. Donc quand vous mettez du poivre, s'il est doré, ça fait plus gourmand, comme on dit, donc c'est utilisé aussi dans tous ces produits-là. Alors, donc vous voyez que les nanoparticules, en fait, on vit avec. Ça a beaucoup d'avantages. Les inconvénients, pour l'instant, on ne les maîtrise pas très bien encore. C'est une vérité. Donc quelles sont les 3 voies d'exposition? Donc c'est essentiellement par inhalation. Il y a la voie digestive et la voie cutanée. Donc, par inhalation, l'exposition peut se faire soit par exposition professionnelle, les gens qui travaillent dans la fabrication des nanoparticules, par la contamination de l'air, et également par des sprays, notamment, il existe maintenant des sprays pour éviter de se mettre de la crème solaire. Maintenant, on trouve des sprays qui contiennent des filtres UV sous forme de nanoparticules. Donc, ce
ce qui est sûr, en tout cas en ce moment, c'est que quand il s'agit de nanoparticules de TiO2, il a été classé comme cancérogène possible, et il fait partie du groupe 2B. Voilà, donc c'est cancérogène possible. Donc là, il y a quand même des conclusions par rapport au moins à ce type de nanoparticules. En ce qui concerne la voie digestive, donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'apports. Bon, il y a certains médicaments, donc pas automatiquement parce que c'est des nanoparticules qui ont été fonctionnalisées pour avoir une action vraiment sur la maladie à traiter, sur la cellule à traiter, mais également parce que le TiO2 est un excipient et qui est utilisé dans les médicaments. Donc il y a les aliments, donc là je vous en ai déjà pas mal parlé, donc il y a tous les confiseries, les biscuits, les sauces, les produits laitiers, les aliments en poudre, donc vous voyez il y a à peu près tout ce qu'on mange tous les jours qui contient potentiellement des nanoparticules. Quand vous faites de la cuisine, donc vous allez utiliser des poêles, des casseroles, donc la tendance maintenant est à éliminer les poêles téflonnés, donc on les remplace par des poêles avec des revêtements en céramique. Et donc, dans la céramique, il y a des nanoparticules. Il peut y avoir des nanoparticules de TiO2. Et évidemment, les produits d'hygiène. Donc, en général, on les met sur la peau, mais quand on utilise du dentifrice, c'est pour se laver les dents. Donc, il y a une partie qui est ingérée, pas très grande, mais elle existe. Les baumes à lèvres, si vous en mettez sur les lèvres, c'est susceptible de rentrer. Alors, j'ai essayé de résumer ce qu'on sait au niveau de la toxicité. Donc, au niveau de l'apport journalier, pour les nanoparticules de TiO2, il y a une étude qui a mesuré cet apport. Donc, a priori, pour un adulte, on estime l'apport autour de 0,03 mg par kilogramme de poids corporel, donc de façon journalière. En revanche, pour les enfants, notamment les enfants de moins de 10 ans qui sont censés manger beaucoup de bonbons, on voit que cet apport peut exploser, puisqu'il peut aller jusqu'à 13 mg par kilogramme de poids corporel. Voilà, donc au niveau de la toxicité, il n'y a pas de réel consensus. L'EFSA, c'est l'agence alimentaire européenne. Donc au niveau de l'additif E171, voilà, ils ont dit que pour l'instant, il n'y a pas de risque sanitaire, mais qu'il faut attendre qu'il y ait des études supplémentaires qui soient menées pour vraiment conclure de façon définitive. Voilà, après, il y a des études récentes qui montrent que c'est un cancérogène possible. Bon, après, il faut nuancer peut-être un petit peu parce que les nanoparticules qui ont été utilisées ne sont pas celles qui sont présentes dans le E171. Les teneurs ne sont pas celles qui sont vraiment utilisées, qui correspondent aux apports journaliers. Voilà, mais voilà, il y a une possibilité quand même d'avoir un effet cancérigène, en tout cas par le dioxyde de titane. En ce qui concerne la voie cutanée, donc les apports sont par les cosmétiques, principalement les cosmétiques et les produits d'hygiène. Donc les tatouages, parce qu'en fait l'encre, pour obtenir une couleur donnée, on rajoute des nanoparticules, voilà, très souvent c'est du TiO2, mais ça peut être du fer, ça peut être très varié. Et les vêtements par l'utilisation de ces vêtements dits intelligents. Donc au niveau de la toxicité, donc toutes les études maintenant quand même tendent à montrer que ce soit in vitro ou in vivo, que sur une peau saine, ça ne pénètre pas le derme, donc ça ne va pas dans la circulation sanguine. En revanche, dès qu'il y a une peau avec une lésion, ne serait-ce qu'un coup de soleil, voilà, il y a une pénétration qui est possible. Mais elle n'atteindrait pas quand même des couches très profondes du derme. Voilà. Donc vous voyez que tout le monde commence un petit peu à en parler. Il y a, voilà, tout, au niveau du grand public, ça devient un peu compliqué parce que c'est un progrès indéniable. Mais voilà, après, on a du mal à savoir, à faire le tri un peu. Est-ce que c'est toxique ou est-ce que c'est pas toxique? Donc il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. Donc il y a une directive européenne qui définit ce qu'est un nanomatériau. Donc c'est un matériau qui est fabriqué et ajouté intentionnellement. Bon, je ne vous ai pas mis toute la définition, mais en gros ce qu'il faut savoir, c'est que ce matériau, donc fabriqué intentionnellement, dont 50% des particules présentent une ou plusieurs dimensions entre 1 et 100 nanomètres. Donc déjà là c'est un peu flou, mais elle existe.
Donc au niveau de l'industrie cosmétique, ce qui est en vigueur, c'est une directive européenne, la 1223 qui date de 2009, et qui dit qu'il y a une obligation d'étiquetage. Donc les nanoparticules de TiO2 et d'oxyde de zinc sont autorisées, à condition de mettre sur l'étiquette, là vous le voyez, la mention nano entre crochets. Donc ça, c'est une obligation. En ce qui concerne l'alimentaire, donc là, c'est le règlement INCO qui est en vigueur, qui mentionne également une obligation d'étiquetage. Donc normalement, il faut mettre cette mention nano. Donc, bon, après l'exposé, si un jour vous achetez des filtres solaires, etc., des crèmes solaires, vous ferez attention. C'est vrai qu'au niveau des cosmétiques, l'étiquetage est quand même très bien suivi. Au niveau de l'alimentaire, c'est un peu plus compliqué parce que, voilà, bon, déjà, la directive est plus récente. Les analyses n'ont pas trop été menées. Enfin, c'est un peu plus compliqué au niveau de l'alimentaire. Enfin, quoi qu'il en soit, actuellement, les nanoparticules qui sont autorisées, c'est celles de carbonate de calcium, le E170, et celles de carbone végétal. Les autres nanoparticules, pour l'instant, c'est ni oui ni non. La seule obligation, c'est d'étiqueter si on en ajoute. Alors devant, voilà, il y a eu quand même, je ne dirais pas des scandales, mais il y a eu quand même, le grand public s'est senti un peu concerné, ce qui est normal puisque c'est quand même des aliments. Donc en France, ça a bougé un petit peu plus vite qu'en Europe, puisque ces derniers mois, je pense que ça date du mois de mai ou juin, il y a un amendement qui a été mis en place, donc qui dit qu'à compter du 1er juin 2020, la mise sur le marché de toute denrée alimentaire contenant l'additif E171 est interdite. Et donc ça a été validé par le Sénat, donc à partir de 2020, normalement, l'utilisation de cet additif est interdite. Alors en ce qui concerne les confiseries, il est ajouté essentiellement pour avoir un aspect brillant ou pour avoir une couleur bien particulière. Donc c'est le dioxyde de titane. Voilà, donc vous voyez que les études de toxicité commencent à se mettre en place, la législation se met en place. Bon, elle existe, elle est un peu floue. Et en fait, le dernier maillon qui a mis du temps à exister, c'est le maillon de la mesure. Donc, si on prend la directive européenne qui définit les nanomatériaux, en fait, pour les étudier de façon complète, il faudrait être capable de caractériser, vous voyez, tous les paramètres qui sont là. Donc la concentration, la forme, la taille, la distribution en taille, la structure et sa cristallinité, la composition, l'aire de surface, la fonctionnalité de surface, la charge de surface et l'état d'agglomération. Donc c'est possible d'obtenir toute cette information, mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, il faut avoir un super laboratoire avec énormément de techniques analytiques différentes, parce qu'avec une seule, vous n'allez pas pouvoir tout mesurer. Donc c'est vrai qu'actuellement, on focalise essentiellement sur la concentration et la taille et un petit peu la forme, et la distribution en taille également aussi. Voilà, après, il y a le potentiel zeta, c'est rarement mesuré, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas encore très, très bien étudiés. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de technique universelle et que quelque part, toutes les techniques sont très complémentaires. Voilà, donc si on regarde un peu plus en détail ces techniques, donc dans un recensement qui n'est pas très vieux maintenant, donc on voit qu'au niveau de la caractérisation des nanoparticules, il y a encore, je dirais, un bon tiers où ne sont mesurés que la teneur en éléments total. Donc c'est-à-dire que si vous rajoutez du dioxyde de titane, ce qu'on dose, c'est le titane total. Voilà, donc là on fait appel à des techniques le plus souvent spectrométriques, hein, donc c'est des techniques qui sont basées beaucoup sur l'ICP-MS. Voilà, mais en fait l'ICP-MS, vous avez un plasma qui va détruire complètement l'échantillon. Donc vous perdez l'information qui concerne la taille. Donc c'est beaucoup plus intéressant de vraiment mesurer, de caractériser vraiment la nanoparticule et pas l'élément total qui la constitue. Donc parmi ces techniques, on voit, bon, la microscopie est vraiment la technique la plus utilisée, ça représente 36% des applications.
Mais on voit se dessiner d'autres techniques comme l'A4F, la technique chromatographie qui est très proche de l'A4F, je vais vous en parler après, et une technique qui commence à gagner pas mal d'adeptes, qui est le single particle ICP-MS. Donc single particle, c'est-à-dire qu'on fait de l'ICP-MS en mode particule unique. Donc je vais les reprendre, les passer en revue, sans trop rentrer dans le technique, mais si après vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc on va commencer par les techniques microscopiques. Donc le plus souvent, c'est des techniques microscopiques électroniques qui sont utilisées. Donc elles sont utilisées, celles-ci, depuis très longtemps. Donc là, vous avez différentes variantes. On peut faire du TEM, du SEM, du MEB, de l'AFM. En gros, ce qu'on mesure, c'est comme si vous faisiez une photographie de vos nanoparticules. Et ce qu'on voit, c'est le diamètre projeté de la particule. Donc c'est des méthodes qui nécessitent que l'échantillon soit complètement sec. Donc ça, c'est déjà quelque part un petit problème, parce que quand on va sécher l'échantillon, on peut avoir une agglomération en même temps. Mais voilà, l'information obtenue est quand même très très intéressante, puisqu'on obtient une image, et c'est vrai que rien ne vaut une image pour vraiment se représenter mentalement ce que ça représente. Donc on obtient son image, on obtient son diamètre, qu'il soit moyen, médian ou modal. On obtient la distribution des particules en nombre. On peut obtenir la composition quand on l'associe à l'EDX, et également l'état d'agrégation et d'agglomération. Donc les avantages, c'est essentiel, mais c'est aussi très très important, c'est qu'on a une information directe sur la forme des nanoparticules. Ça reste aussi la technique de référence. Bon, les inconvénients, c'est que c'est des analyses qui ont un coût et que c'est aussi des analyses qui sont très longues. Donc c'est pour ça que se développe en parallèle un grand nombre de techniques qui permettraient d'avoir un résultat beaucoup plus facilement. Donc une de ces techniques, c'est l'A4F, c'est un couplage de techniques en fait. Donc il y a l'A4F. Donc l'A4F, c'est une membrane qui est dans ce boîtier ici. Et vous allez séparer les nanoparticules en fonction de leur taille. Et vous allez avoir les nanoparticules les plus faibles qui vont être éluées, qui vont sortir en premier. Et on va associer en ligne plusieurs détecteurs. Donc le détecteur UV, c'est intéressant quand on veut caractériser des nanoparticules organiques. Le détecteur MALS, c'est un granulomètre, donc ça va vous permettre d'avoir l'information sur la taille. Et on peut également le coupler à l'ICP-MS, qui est vraiment le détecteur qui permet de mesurer les métaux, enfin les éléments, quels qu'ils soient, et qui permet d'analyser un grand nombre d'éléments qui sont dans la table périodique. Voilà, et donc ça va permettre d'obtenir la composition de la nanoparticule. Donc les informations obtenues, c'est le diamètre hydrodynamique, donc c'est un petit peu différent, je vais revenir ici, avec les techniques de microscopie, on obtient le diamètre géométrique, c'est vraiment l'image de la nanoparticule. Quand on utilise ces techniques, notamment quand on mesure la taille avec ce détecteur, ce qu'on mesure, c'est le rayon ou le diamètre hydrodynamique, c'est-à-dire c'est la particule avec son environnement chimique. C'est-à-dire que si c'est solvaté, vous allez avoir une taille de particule un peu plus grande, puisqu'on va mesurer la particule et sa couche immédiate. Voilà, et donc l'ICP-MS vous permet d'obtenir la composition et la concentration des particules. Donc les avantages, c'est que vous allez pouvoir analyser une large gamme de tailles au niveau des particules. L'efficacité de la séparation marche bien, et on peut analyser des nanoparticules organiques, inorganiques, enfin, c'est vraiment très large comme éventail. Voilà, il y a quand même des inconvénients, donc il y a quand même des interactions particule-particule pendant la séparation, et il peut y avoir également, notamment pour les nanoparticules métalliques, des interactions particules-membrane, avec la membrane qui est ici. Et c'est vrai aussi que c'est une technique qui est très longue à optimiser, et on obtient, le signal qu'on obtient, on appelle ça un fractogramme, et le fractogramme n'est pas toujours très simple à interpréter. Donc c'est pour ça que de plus en plus maintenant on se dirige vers l'ICP-MS toujours, mais en mode single particle ou particule unique. Donc c'est basé sur pas mal d'hypothèses quand même, c'est quand même une méthode un peu empirique. Donc on suppose systématiquement que les particules sont sphériques, on va
On peut le faire sur des ICP-MS de nouvelle génération parce que vraiment il faut avoir ce qu'on appelle un temps de mesure très faible. Dans le jargon, on appelle ça le dwell time. C'est vraiment pour ne pas rater la nanoparticule. Et on va diluer énormément l'échantillon de façon à analyser une particule par une particule. Voilà, donc comment ça se passe? Donc l'ICP-MS, vous avez ce qu'on appelle une torche à plasma. Donc c'est de l'argon qui est chauffé à très très haute température. Et quand l'échantillon va passer dans ce plasma, vous allez avoir une atomisation et une ionisation. Et ensuite, les ions vont être détectés par spectrométrie de masse derrière. Donc quand les nanoparticules arrivent dans le plasma, donc vous voyez un amas de nanoparticules, au fur et à mesure du plasma, elles vont être comme dissociées. Et ensuite, vous allez les détecter une par une. Donc vous voyez, à chaque fois qu'une nanoparticule arrive au détecteur, vous avez un pulse comme ça. Et là, vous avez le bruit de fond. Donc quand on analyse, on va garder l'exemple du titane, vous avez toujours un peu de titane dissous, du titane ionique, du Ti2+, et on a les nanoparticules de TiO2. Donc l'objectif, c'est de minimiser le bruit de fond, de façon à pouvoir vraiment visualiser ces nanoparticules. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ces mesures, il y a un logiciel qui calcule tout. En fait, c'est vraiment une méthode qui finalement, c'est simple à utiliser. Donc ce logiciel, donc tous les constructeurs d'ICP-MS l'ont intégré maintenant dans leur logiciel, bon, moyennant un coût. Hein. Et on obtient un signal comme ça, après calcul. Donc vous avez la distribution, vous avez ici la fréquence des particules en fonction de la taille. Et l'objectif, c'est d'avoir un pic, une gaussienne comme ça, ce qui montre qu'on n'a qu'une seule population de nanoparticules. Donc là, l'information, comme en microscopie, c'est le diamètre équivalent sphérique. On obtient les informations comme le diamètre moyen, médian, modal, la distribution en taille, la concentration des nanoparticules. Et on a une information complémentaire qu'on n'a pas avec les autres, c'est la teneur en éléments dissous ici, donc en Ti2+. Donc les avantages, c'est simple, c'est rapide, c'est sensible, c'est spécifique. Les inconvénients, c'est qu'on ne pouvait analyser que des nanoparticules qui contiennent un élément qui est dosable en ICP-MS. Donc ça limite voilà, aux nanoparticules inorganiques. Voilà, il y a toujours une hypothèse derrière, hein, c'est que la nanoparticule est sphérique. Il y a des limites de détection en termes de taille qui peuvent être différentes selon les nanoparticules. Donc on est beaucoup plus sensible en taille pour les nanoparticules de TiO2 ou d'or ou d'argent que pour celles en silice, parce qu'il y a beaucoup d'interférences sur l'analyse du silicium en ICP-MS. Et voilà, on a toujours les mêmes interférences qu'en analyse ICP-MS classique. Voilà, donc vous voyez, là, bon, c'est vraiment un résumé, il y a encore beaucoup d'autres techniques, mais c'est vraiment celles qui sont les plus utilisées actuellement. Mais avant d'utiliser une technique, il va falloir préparer l'échantillon, parce que ce qu'on vous amène au laboratoire, c'est par exemple une crème solaire. Il faut quand même sortir ces nanoparticules de la matrice crème solaire. Et c'est là, quelque part, où les difficultés sont les majeures actuellement, c'est que, voilà, on ne sait pas toujours très bien faire. Donc voilà, donc vous recevez un échantillon, donc il y a des nanoparticules dedans, et donc il va falloir les extraire. Donc si elles sont pour les échantillons simples, on peut faire une extraction. Alors par exemple, un échantillon simple, ce que j'appelle simple, c'est un bonbon ou un chewing-gum. Dans un chewing-gum, vous avez toutes les nanoparticules qui sont dans le revêtement, parce qu'en fait, il est utilisé pour obtenir cette couleur un peu brillante. Donc ce qui est intéressant, c'est de solubiliser le revêtement du chewing-gum ou du bonbon. Et en général, c'est du sucre, donc c'est soluble à l'eau, donc quelque part, c'est une matrice qui va être simple après à analyser. Donc là, on va juste mettre de l'eau et les nanoparticules vont partir en solution. Et, voilà, et parfois, on a tout en solution, mais parfois, on peut avoir un résidu solide. Là où ça se complique, c'est quand on a une matrice, par exemple une crème solaire, c'est gras. Donc il va falloir éliminer le gras. Et il va falloir également casser voilà, ce gras pour qu'il libère les nanoparticules. Donc à ce moment-là, on peut faire soit de la dégradation de la matrice. Donc la matrice, vous allez la casser en petits morceaux, et de façon à libérer les nanoparticules qui sont vraiment bien incorporées dans cette matrice. Donc on peut utiliser des acides, hein, plus ou moins dilués, des oxydants, des bases.
la soude. Et si c'est pour des échantillons biologiques, on peut être amené à utiliser des enzymes. Si les nanoparticules sont dans des protéines, il va falloir casser les protéines et on utilise des enzymes. Quand il y a beaucoup de graisse, hein, il faut dégraisser. Donc pour ça, on va utiliser également de l'hexane. Si c'est des protéines, on va dégrader les protéines. Et si on veut éliminer des ions métalliques qui viennent gêner, on va rajouter un complexant, le DTA, pour les éliminer et garder uniquement les nanoparticules en solution. Donc, quel que soit le protocole de préparation d'échantillons, il va falloir faire une dispersion. C'est-à-dire ces nanoparticules, il ne faut pas qu'elles s'agglomèrent ou qu'elles s'agrègent avant de faire l'analyse. Donc pour ça, on rajoute une étape de dispersion et on fait ça avec un bain à ultrasons. Donc c'est soit un bain à ultrasons, soit une sonde à ultrasons. Et enfin, on peut faire l'analyse. Donc je vais vous présenter quelques exemples de résultats. Donc là, c'est les résultats d'une crème solaire donc, qui était étiquetée nano. Donc nano par rapport au dioxyde de titane. Donc la première chose qu'on a fait, c'est analyser le titane total. Donc on voit qu'il y a 14 mg par gramme. Comme c'est un produit qui est gras, on a fait une extraction avec de l'eau et de l'hexane. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même, est-ce qu'on a extrait toutes les nanoparticules de titane. Donc en première approximation, on va doser le titane total. Et là, on voit que la teneur dans l'extrait est très proche de celle qui est dans l'échantillon initial. Donc là, on est quand même très content, c'est-à-dire qu'on a 96% des nanoparticules qui sont dans ce qu'on va analyser. Mais on va aller plus loin, on veut savoir si c'est sous forme de nanoparticules ou pas. Donc là, on a comparé 3 techniques, donc le couplage A4F MALS ICP-MS, le single particle ICP-MS et la microscopie. Donc là, vous avez le profil en A4F MALS ICP-MS. Donc quand je vous disais que c'était pas simple à interpréter. Voilà, donc vous voyez que donc là, on a le signal du granulomètre hein, qui est en bleu. Donc on voit qu'il y a une population de nanoparticules, une seule population. Et quand on regarde le signal du titane, qui est en orange ici, on voit que ça se superpose complètement. Donc, et on peut aller plus loin, on peut suivre d'autres éléments. Donc là, on avait suivi l'aluminium, fer, zinc, chrome. Donc on voit que le signal de l'aluminium est également présent dans ce même pic. Donc là, on peut dire voilà, qu'on a du titane et de l'aluminium qui sont soit associés aux nanoparticules, soit qui rentrent dans la composition des nanoparticules. Donc si on fait le calcul du diamètre, donc on obtenait une taille de 86 nanomètres en tant que diamètre moyen. La même mesure en single particle, voilà, ça nous a permis d'obtenir 86,9, 87, donc vous voyez les tailles sont très très proches. Et par microscopie, on voit qu'on a également des tailles très équivalentes. Donc on voit que là, on a quand même 3 techniques qui permettent d'obtenir un bon résultat. Donc ça valide notamment les techniques les plus récentes comme le single particle. Donc tout ça nous a conduit à travailler en collaboration avec le service commun des laboratoires, qui est le laboratoire des fraudes et des douanes en France, à qui on a demandé d'analyser un grand nombre d'échantillons alimentaires qui ont été prélevés sur le marché. Hein. C'est vraiment des produits qu'on consomme tous les jours. Bon, là, c'est vraiment un échantillon. Donc, on a analysé des confiseries, des compléments alimentaires, un aromate. Donc, je reviens à mon poivre doré, des sauces et des boissons, des sirops et une sauce fast-food. Donc, les questions qu'il y avait derrière tout ça, c'était est-ce que le produit est bien étiqueté? Est-ce qu'il y a des particules? Quelle est leur composition? Est-ce que c'est des nanos ou pas? Et quelle est leur distribution? Donc voilà la stratégie qu'on a utilisée. Donc on a préparé l'échantillon. Donc là vraiment c'était un screening, c'était pour voir s'il y avait des nanoparticules. Donc la préparation d'échantillons était très simple, on a mis ça dans l'eau, une dispersion, on a analysé par single particle ICP-MS et on a essayé de valider quand même les résultats par comparaison avec la microscopie électronique, notamment en collaboration avec la plateforme Carmen qui est au LNE, le Laboratoire National d'Essai. Et on a également comparé avec l'ingrédient de base, parce qu'il nous a été possible d'obtenir ce produit. Donc c'est vraiment l'ingrédient qui a été utilisé pour préparer l'aliment. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus sur ces différents échantillons. Donc là vous avez les bonbons, les compléments alimentaires, le poivre et la sauce et le sirop.
Et là, j'ai mis les limites relatives à la législation, c'est-à-dire 100 nanomètres. Hein. Donc tout ce qui est en dessous de 100 nanomètres est considéré comme nanoparticulaire. Et la limite des 50%. Qui est ici. Donc on voit que sur tous les échantillons qu'on a analysés, le seul qui, selon la loi, est considéré comme nanoparticulaire, c'est le poivre doré. Hein. Donc c'est ce mica avec ses petites nanoparticules. Donc aussi bien, vous voyez, la taille est inférieure à 100 nanomètres et la taille est autour de 40 nanomètres et la répartition des particules est vraiment, vous avez 80% des particules qui ont une taille inférieure à 100 nanomètres. Donc voilà, donc des fois, on n'a pas vraiment besoin d'avoir des plats très jolis. Le plus important, c'est qu'ils soient bons. Par contre, tous les autres, voilà, au niveau des chewing-gums, on a des particules qui ont une taille comprise entre 140 et 180 nanomètres. Donc au sens législatif, ce n'est pas des nanoparticules. Après, c'est des particules de taille faible. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer la confirmation pour les chewing-gums. Donc en single particle, le diamètre moyen obtenu était de 140 nanomètres. Donc en microscopie, on a obtenu 137 nanomètres. Donc vous voyez que c'est vraiment très très proche. Au niveau du pourcentage de particules ayant une taille inférieure à 100 nanomètres, on est également très proche, hein, 29 et 23. Voilà, avec un temps d'analyse beaucoup plus court. Et on examine dans le fond beaucoup plus de particules, hein, puisque une analyse ICP-MS, on va examiner 1700 à 3000 nanoparticules. Alors qu'au LNE, par microscopie électronique, ce que vous allez regarder au microscope, ce ne sera au maximum que 250 particules. Là, c'est le poivre doré, donc c'est pour vous montrer que le poivre doré, on a aussi un bon accord, on est à 42 en microscopie électronique et on est à 46 en single particle. Mais l'avantage du single particle, c'est qu'on a suivi le fer également, parce qu'il y avait marqué E172 sur l'étiquette. Et on arrive aussi à le mesurer, on voit qu'il y a une taille moyenne de 130 nanomètres. Voilà, donc je vais conclure. Voilà, donc j'espère que je vous ai montré que, voilà, que les nanoparticules sont présentes, hein, dans tous les produits du quotidien. Après, on focalise dessus, mais quelque part, c'est une utilisation industrielle qui existe depuis très très longtemps. Donc jusqu'à présent, c'était quelque chose. Maintenant, on rajoute la mention nano. Voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que la toxicité est encore mal connue. La législation est un peu floue. Et quelque part, en France, on est un peu plus en avance qu'en Europe, ce qui est une bonne nouvelle. Donc au niveau des outils analytiques, je pense que maintenant on dispose d'à peu près d'outils performants, rapides et efficaces. Les besoins maintenant, c'est que, bon voilà, s'il faut mesurer à grande échelle, il va falloir au bout d'un moment développer des méthodes normalisées, faire des matériaux de référence qui vous permettent de savoir que votre analyse est juste et organiser des essais interlaboratoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention.